Bonjour à tous et à tous. Bienvenue dans le grenier de savoir. Aujourd'hui, nous recevons le professeur Gali Abdelkader. Bonjour, professeur. Bonjour. Professeur, vous êtes enseignant-chercheur à l'École normale supérieure de l'Université Abdou Moumouni de Niamey et vous êtes spécialiste des sciences de l'éducation. Et vous enseignez également la méthodologie générale. Vous pouvez nous parler un peu de votre parcours, professeur? Merci et bonjour à tous les auditeurs. Mon parcours, c'est un parcours classique d'enseignant-chercheur. Après avoir soutenu un doctorat en 1984, ça date déjà, sur l'identification des problèmes de l'alphabétisation, j'ai été recruté comme assistant à la faculté des lettres et sciences humaines dans le département de psychologie où j'ai mis en place l'enseignement des unités de valeur. Par la suite, je suis passé à l'école normale supérieure pour un peu renforcer le potentiel dans le domaine des sciences d'éducation. Lorsqu'en 1996, il était question qu'elles prennent une orientation professionnelle. Donc, depuis lors, je suis enseignant à l'école normale supérieure et j'ai fait 3 petites excursions. La première, c'est pour monter le campus numérique francophone de l'Agence universitaire de la francophonie, afin de participer à ce qu'on a appelé la fracture numérique, qui n'est pas encore réduite, afin que et les étudiants et les enseignants puissent, avec l'usage de la technologie, s'insérer dans les réseaux de recherche et surtout accéder à l'information scientifique qui est maintenant sur Internet pour l'essentiel. À partir des résultats donnés par le campus numérique francophone de Niamey, l'Agence universitaire de la francophonie m'a confié le plus gros des campus numériques, celui de Dakar, et je coordonnais les autres campus numériques de l'Afrique de l'Ouest. Et j'avais un mandat spécifique en dehors de la coordination, c'est d'accompagner les universités africaines pour qu'elles offrent leur formation à distance. Et dès 2005-2006, l'université Gaston Berger de Saint-Louis a pu présenter un diplôme de master complet qui pouvait s'obtenir à distance. Donc, le mandat, c'est faire en sorte que les Africains ne soient plus uniquement consommateurs des produits venus du Nord, mais que les universités africaines proposent aussi des formations. Donc, on a réussi à ce que des universitaires au Sénégal, au Burkina, au Maroc, en Algérie, au Cameroun, puissent avoir des équipes capables d'offrir des formations. Maintenant, quand je suis revenu de Dakar, on m'a confié l'Institut de formation en alphabétisation et éducation non formelle, donc qui venait d'être créé par ordonnance. Bon, nous nous sommes mis au travail, bon, c'est toujours un travail d'équipe, et nous avons formulé pour cet institut de la L1, licence 1, au master. Et on avait l'objectif d'endosser une école doctorale au niveau de cet institut. Bon, lorsque j'ai été remplacé, c'est pour maintenant m'occuper de l'animation
de la cellule d'appui à la mise en œuvre et au suivi du programme sectoriel d'éducation et de formation. Parce qu'entre-temps, j'ai participé à la rédaction de la lettre de politique éducative et à la formulation du programme sectoriel d'éducation et de formation PCF Niger 2014-2024. Alors je voudrais juste dire un mot sur cette question. Avec ce programme sectoriel, ça n'a pas été facile, mais nous avons réussi à retirer le Niger de l'ajustement structurel en éducation. Donc, il faut que les gens comprennent, l'ajustement structurel, il nous a fait un dégât énorme. Parce qu'on interdisait pratiquement au Niger de financer son enseignement secondaire et son enseignement supérieur. Et on dit la priorité doit être à l'éducation de base. Et on nous a amené à mettre à la retraite les enseignants professionnels pour recruter des enseignants qui ne sont pas professionnels, donc qui ne sont pas compétents. Et nous sommes en train de gérer cette situation parce que quand vous n'avez pas un bon enseignant, ben vous détruisez votre système éducatif. Et nous n'avons pas suffisamment pris la mesure que notre système éducatif il a été détruit et qu'il est maintenant en reconstruction. Donc, le rôle de cette cellule d'appui, c'est justement et des programmes que le Niger a développés, c'est de redresser le système éducatif. Et vous avez tous vu, lorsque en 2017, le ministre a fait l'évaluation des enseignants sur des questions, comme il disait, du niveau de la classe de CE2, il y a des enseignants qui tiennent des classes qui ont eu 0. Donc ça, c'est la profondeur de du chemin qui nous reste à parcourir sur l'éducation. Donc je suis au cabinet du Premier ministre parce qu'il est le président du Comité national du pilotage du programme sectoriel. Et donc il réunit autour de lui les différents ministres en charge de l'éducation et les partenaires, aussi bien ceux qui participent financièrement que la société civile. Voilà en gros quel est mon modeste parcours. Merci professeur, longue expérience dans le domaine éducatif. Je voudrais revenir sur le sujet de votre thèse qui est intitulée « Alphabétisation des adultes et développement économique et social au Niger, contribution à l'identification des problèmes de l'alphabétisation ». Merci. Alors, quand j'ai fait cette thèse, il y avait un enjeu de développement pour le Niger. Cet enjeu-là, il demeure. Aujourd'hui, nous avons 70% d'analphabètes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui produisent n'ont pas toutes les compétences pour utiliser les outils de ce qu'aujourd'hui on appelle la Société mondiale de l'information. Or, l'usage des outils permet de gagner du temps. Donc, j'ai identifié ces problèmes afin que le Niger, qui est l'un des premiers pays en Afrique a décidé d'utiliser ces langues nationales pour faire l'alphabétisation des adultes. Et sur la base de cette stratégie, ça les Nigériens ne le savent pas beaucoup. En 1969, à Chadakori, le marché était autogéré par les adultes alphabétisés. Donc on ne pouvait plus les voler, leur production d'arachide, en les manipulant
ou en manipulant les chiffres au niveau de la pesée. Donc, le Niger a développé ça et maintenant, il fallait voir quels sont les obstacles à surmonter. Et parmi les obstacles à surmonter, il y a un problème. Regardons bien. Vous prenez n'importe quelle ONG, elle dit qu'elle veut intervenir en milieu rural. C'est bien. Alors, maintenant, quand il faut prendre un superviseur, elle prend un sortant de l'école qui va aller avec des fiches en français, traduire mal en Zarma ou en Hausa. Alors qu'il y a des adultes alphabétisés qui ont réussi au test, donc qui ont un niveau égal à celui d'un élève de CM2, qui lisent les contes des 1001 nuits. Et on ne les recrute pas. Juste parce que c'est des sortants de l'alpha. Ça veut dire qu'il y a une dichotomie. Mais cette dichotomie, c'est sur notre acceptation de nos langues nationales. Donc, il fallait qu'on surmonte ça. Si on l'avait fait, nous n'aurions jamais occupé le dernier plan à l'indice du développement humain. Pourquoi? Parce que jusqu'il y a 4 ans, c'était le niveau d'alphabétisation qui était pris en compte. On avait tous les outils, mais nous nous sommes laissés entraîner sur cette question, sur de fausses stratégies qui consistent à dire que l'État ne va plus offrir l'alphabétisation des adultes, mais il va confier ça à des ONG. Or, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'ONG compétente en alpha, puisque c'est seul l'État qui a créé le centre de formation pour ça. Le seul, l'unique centre de formation en alphabétisation et éducation non-formation pour toute l'Afrique francophone et l'océan Indien. Donc on avait ce potentiel, on n'a pas su l'exploiter. Bon, c'est pas trop tard parce que maintenant, ce n'est plus l'enjeu alphabétisation, maintenant c'est l'enjeu des élèves qui, à cause d'un mauvais système éducatif, se retrouvent en dehors du système éducatif. Ce qu'on appelle dans le jargon moderne les out of school. Okay. Donc, prenez un exemple. Le Niger, avec le programme sectoriel, lorsqu'il a été évalué, il a atteint pour le secondaire la cible de 2024. En 2018, les effectifs du secondaire dépassaient leur cible de 225 000. Donc, c'est des progrès en termes d'accès. Mais ces élèves-là, une fois qu'ils rentrent en 6e, 40% se retrouvent dehors pour diverses raisons. Okay? Soit il manque des enseignants compétents, soit ils ne sont pas suffisamment formés. Donc, maintenant, ils se retrouvent dehors. Donc, la durée de leur scolarité va se trouver interrompue. Et donc, maintenant, ce qui nous empêche d'avoir un meilleur rang à l'IDH, c'est que la durée moyenne de la scolarisation laisse à désirer. Donc maintenant, on doit vraiment réfléchir, et c'est fait en partie en mettant en place dans le cadre de la reconstruction un système d'orientation scolaire pour les garder, leur donner un enseignement adapté à leur niveau et leur offrir des formations, que ce soit en formation professionnelle et technique dans les différentes filières, ou que ce soit dans les métiers du sport ou des arts. Donc voilà pour l'alphabétisation. C'est encore un sujet actuel, mais on ne peut plus s'asseoir sur les progrès passés. Les progrès passés, le Niger arrivait à amener les adultes alphabétisés jusqu'à faire eux-mêmes leurs propres journaux. Ok, avec un système qu'on appelle des limographes.
Bon, la génération actuelle ne sait même plus c'est quoi un stencil. Et on en était là. Mais aujourd'hui, avec la Société mondiale de l'information, le téléphone portable est généralisé. Sur chaque téléphone portable, il y a l'alphabet, il y a les chiffres. Donc, ce n'est plus nécessaire d'apprendre à un agriculteur habitué à travailler là où une femme qui a passé son temps à piler, qui a les mains qui ont perdu leur souplesse, il n'est plus la peine de leur dire de tenir un stylo. Il suffit de leur apprendre les sons à partir des lettres et les chiffres, plus les 4 opérateurs. Et ça peut marcher et vite. Alors, les gens se posent des questions. Oui, mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Moi, je vous dis ceci. Une année, on vous a vendu des pentades à 7500 l'unité. Vous ne pouvez pas avoir réduction même de 100 francs. C'est parce que les gens se sont coordonnés sur la base des messages SMS. C'est ça, oui. Donc c'est ça. Mais c'est ça le développement. Le développement, c'est lorsqu'on utilise des outils pour son propre développement. Et ça, on peut le généraliser. Cette alphabétisation, on sait que c'est dans quel caractère? Est-ce que c'est le caractère latin ou le caractère arabe? Parce que je sais qu'il y a le centre d'alphabétisation en Adjami. Le Niger, bien avant que la conférence nationale ne décide de faire de nos 10 langues nationales des langues nationales, le Niger, depuis 61 ou 63, le président de la République d'alors a pris un arrêté sur l'usage des caractères latins pour transcrire nos langues nationales. Ça, c'est première chose. Par la suite, l'UNESCO a pris en charge d'organiser la région pour harmoniser. Parce que nous partageons le Hausa avec le Nigeria, nous partageons le Zarma Songhai avec le Burkina et le Mali. Donc il faut harmoniser. Ça a été harmonisé, donc nous utilisons les caractères latins. Mais le Niger a une forte population islamique qui, donc vous êtes bien placé pour le confirmer, a utilisé les caractères arabes pour transcrire ce que les gens estiment nécessaire. Donc c'est ça que vous avez ici, comme on appelle les manuscrits arabes, c'est l'ajami. Donc le Niger a pris en compte l'ajami et il offrait l'alpha et dans les caractères latins et en ajami. Donc on a toute cette expérience qui ne demande qu'à être déployée. Et quand quelqu'un sort de l'IFAM, il sait transcrire, enseigner dans sa langue maternelle et en ajami. Voilà. Donc ça, ce sont des acquis. C'est ça. Merci, professeur. Et vous avez écrit beaucoup d'articles et d'ouvrages. Commençons par les articles. Devant moi, l'article intitulé « Bilan de l'éducation de base pour tous avant et après Jomsien. Situation du Niger ». Donc, oui. Donc, ce que les gens doivent comprendre, c'est ceci. En 1990, il y a eu la conférence de Jomtien en Thaïlande. Et on a appelé ça conférence mondiale. Cette conférence a consacré ce qu'on a appelé l'offre d'éducation de base. C'est-à-dire, on demandait aux États de veiller à ce que aucune offre ne soit écartée. Alors, dans le cadre de la préparation de cette conférence de Jomtien,
nous avons fait un travail, Lawali Malam Moussa et moi, sur l'étude de nos 3 systèmes d'éducation qui sont le système formel, l'alphabétisation des adultes et les écoles coraniques. Les écoles coraniques sont des institutions qui offrent une éducation de base. Les gens croient que c'est seulement la mémorisation du Coran. Non, la mémorisation du Coran est une étape. Par la suite, il y a des spécialisations. Et tout le monde dit que oui, Agadez était une université, Gao, Tombouctou, c'était des universités. Mais si c'était des universités, ça veut dire qu'il y a possibilité de se spécialiser. Donc, l'enseignement coranique est une offre d'éducation. Les médersa, une offre d'éducation. Et l'école héritée de la colonisation est une offre d'éducation. Alors, il fallait dire au gouvernement, au pluriel, au gouvernement au pluriel, ok, organiser dans votre système éducatif toute cette offre et trouver le mécanisme pour que cette offre soit régulée et comptabilisée. Je vais vous prendre un exemple. En 2000, à Maradi-Ville, il y avait 12 000 élèves dans le système dit formel. École primaire et médersa. Il y avait 30 000 élèves dans les écoles coraniques. Alors, une fois, j'ai rencontré le préfet. Je lui ai expliqué ça. Il est maintenant général. Je lui ai dit ça. Il me dit, mais pourquoi on est dans cette situation? J'ai dit, il était capitaine, je crois. J'ai dit, mon capitaine, j'ai laissé à votre porte le directeur régional de l'éducation. Vous allez le recevoir. Mais c'est lui qui doit vous donner l'information. Et sur lui et sur cette information qu'il va vous donner. Mais s'il vous donne cette information, ok, si vous devez recevoir quelqu'un, c'est lui ou bien celui qui pardonne les 30 000. Je dis, bon, c'est ça le problème. Et ces 30 000 là, ok, on ne les comptabilise pas comme alphabétisés. Donc si on ne les comptabilise pas comme alphabétisés, si on ne les comptabilise pas dans le cadre de notre taux brut de scolarisation, ça veut dire que l'effort des parents, l'effort des marabouts et les sacrifices que font les enfants sont vains. Et on continue à indexer notre système éducatif comme n'étant pas performant, alors que si on intègre ça. Donc, par la suite, nous avons créé une ONG et nous avons fait l'étude pour continuer les résultats de Jomtien et nous avons abouti en 2003 à la même conclusion qu'en 98. Les marabouts sont d'accord pour qu'on introduise l'enseignement qu'on appelle profane, c'est-à-dire qui n'est pas religieux. Et ils disent qu'eux ne peuvent pas le donner parce qu'ils ne le connaissent pas. Donc il appartient à l'État de faire en sorte que cet enseignement-là puisse être. Alors je vous dis qu'au moment où je parle, dans le cadre du projet LIRE de la Banque mondiale, c'est cette proposition, ok, qui est en train d'être mise en œuvre. Et si vous êtes attentif, vous allez voir qu'il y a eu des appels d'offres dans les journaux pour pouvoir intégrer ce système. Ce que moi je propose avec mes collègues, c'est quoi? C'est de passer un contrat avec, parce que l'école coranique est une école privée, de passer un contrat avec le promoteur. Le contrat, c'est quoi? L'État va l'aider
faire évoluer et le cadre, donc un cadre sécurisant, et les outils d'apprentissage. En contrepartie, lui, il va accepter que l'État puisse, à des heures précises, envoyer des enseignants qui vont apprendre aux élèves à lire, écrire, compter, que ce soit en Hausa, en Jarma ou en français, mais ils vont apprendre, et sur cette base, ils vont pouvoir apprendre les autres connaissances, biologie, géographie, etc. Et si on fait ça, donc du point de vue de l'éducation de base, et du point de vue de ce qu'on appelle le taux brut de scolarisation qui mesure les efforts d'un État pour amener l'éducation au niveau des enfants en âge scolaire, si nous arrivons à faire ça, nous n'allons pas rester au stade où notre taux brut de scolarisation est aux alentours de 72%. Vous comprenez? On va faire un bond. Et si on fait ça, nous allons régler en partie un problème que vous rencontrez dans les carrefours. La plupart des enfants là sont des élèves de l'école coranique. S'ils sont pris en charge pour l'État, l'une des conditions qu'on va poser aux promoteurs des écoles coraniques, c'est de ne pas faire de mendicité. Et donc l'État qui aide certaines institutions en termes alimentaires, ok, donc peut régler ce problème-là, et ça va être un progrès collectif et général. Et c'est la société qui gagne. Voilà. Merci pour ça. Je sais aussi qu'il y a quelques années, avec la Banque islamique, il y a eu des projets dans ce sens de réforme des écoles coraniques, ou bien des projets pilotes. Je ne sais pas ce que ça a donné, ces projets. Oui, il y a eu, effectivement, avec, je ne sais pas si c'est la BAD ou la BID. Voilà ce qui s'est passé. Moi, bon, vous savez, les gens disent que nous sommes à l'université, nous avons la tête dans les nuages, et nous ne connaissons pas la réalité. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que nous dirigeons des mémoires. Et dans le cadre de la direction des mémoires, avec nos étudiants, il y a une récolte d'informations. Et nous sommes souvent mieux informés que ceux qui s'agitent dans les réseaux sociaux à propos de tout et n'importe quoi. Mais nous avons une retenue. Nous devons dire les choses utiles. Le reste, bon, on laisse ça à d'autres personnes. C'est important si des marabouts m'écoutent, ou si ceux qui connaissent des marabouts m'écoutent, acceptez d'évoluer. Ce qui vous est proposé, ce n'est pas un renoncement à votre mission. Votre mission d'enseignement religieux, l'État la respecte. Mais il dit, les produits que vous formez, il leur manque quelque chose. Et l'État a le devoir de combler cette chose-là. Donc ça ne vous coûte rien et vous passez contrat. C'est ce vers quoi il faut aller. Et c'est notre système éducatif qui va gagner. Parce que il faut qu'on arrête d'être dans la situation où tout le monde accuse tout le monde. Ok. Il faut qu'on se mette ensemble. Donc les tenants de l'école coranique disent que dans l'autre école, il n'y a pas tarbiya. Les tenants de l'école héritée de la colonisation disent, ah, l'école coranique là, on apprend seulement aux gens à apprendre par cœur et ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Bon, de toutes les façons, chacun tient à. Depuis que chacun tient à, il faut arriver à un consensus où chacun donne un peu. Et on va avoir un Nigérien de base, peut-être ancré dans sa culture, dans sa religion, mais aussi qui a les outils pour accéder au savoir profane. C'est ça, et à la modernité. Donc le savoir profane qui n'est pas religieux, c'est lui qui permet d'accéder à la modernité, puisqu'il permet de parler un langage
avec ceux qui, eux, par ailleurs, sont des partenaires, mais ne sont pas religieux. C'est pas plus compliqué que ça. Tout à fait. C'est intéressant, merci pour ça. Alors, je voudrais parler un peu de la fracture numérique. Vous en avez abordé un peu. Alors, fracture numérique et conditions d'appropriation du savoir scientifique. Quand on revient à l'année dernière avec Covid, les distanciations, et donc là, on dit que bon, c'est tout ce que vous avez eu à faire dans le cadre de campus numérique, c'était des projets qui ont été mis en œuvre avec le temps du Covid-19. Malheureusement, non. Oh. Malheureusement. Ok. Donc, moi, je sais que par rapport à ma position, quand j'étais à Dakar, j'ai fait la part belle à mes collègues pour que, de l'université Abdou Moumouni et de l'ENA et de l'INRAN, qui étaient membres de l'Agence universitaire de la francophonie, pour leur amener sur place des formations pour qu'ils puissent offrir des formations à distance. Quand je suis revenu de Dakar, malheureusement, 3 enseignants-chercheurs avaient des cours en ligne. 3. 2 à la fac de sciences et moi-même. Et moi, un de mes cours a servi, donc je suis parti faire des recherches. Et mes étudiants à qui j'ai appris à utiliser la plateforme ont fait le cours jusqu'au bout. Je l'ai corrigé à partir de Paris et ils ont été certifiés. Alors, si les dispositions avaient été prises, on n'allait pas se retrouver dans la situation que nous avons vécue dans le cadre de la Covid. Dès que moi, personnellement, j'ai entendu le ministre de l'Enseignement supérieur dire qu'ils vont offrir des cours en ligne aux étudiants, je lui ai écrit une lettre. J'ai dit, au stade actuel, la seule chose que vous pouvez faire à court terme, c'est mettre à la disposition des étudiants les contenus des cours de leurs enseignants. Le recteur a offert un ordinateur par enseignant. Donc, en contrepartie, l'enseignant doit donner son cours. Ce cours-là, on peut le mettre en ligne et permettre à l'étudiant d'accéder, puisque même en temps normal, c'est le problème de l'accès au cours qui est le problème principal au niveau de l'université. Ceux qui ne peuvent pas accéder via Internet, on leur offre sous clé USB ou sur SD carte ou sur papier. Et pendant la période de la Covid, ils peuvent continuer à se cultiver, mais je l'ai mis en garde. On ne peut pas, sur cette base, les évaluer. Mais à la reprise, il y a une méthode pédagogique que nous appelons dans notre jargon la pédagogie de la classe inversée. Je dis, avec ça, on peut rapidement rattraper et faire les évaluations, parce que si le seul fait d'avoir lu un cours permet de faire une évaluation, on ferme les universités, on agrandit les bibliothèques, tout le monde vient à la bibliothèque et après. Et de toutes les façons, aujourd'hui, tous les contenus, tous, sont gratuits sur Internet. Même les cours du Massachusetts Institute of Technology, MIT, sont sur Internet et ils sont gratuits. Donc le problème, c'est l'accompagnement. Je dis ça. Maintenant, à moyen terme, il faut là mettre en place des learning management systems, c'est-à-dire les plateformes d'enseignement qui reproduisent les classes virtuelles
On fait une classe. Il y a le cours, on peut accéder. Il y a un salon pour discuter entre l'enseignant et ses élèves. Donc il y a des outils de chat. Et il y a un endroit où on dépose le cours. Je dis ça à moyen terme. Si on met des tuteurs, on peut offrir les cours pour les étudiants des universités, les 7 autres universités, qui utilisent chaque année les enseignants-chercheurs de l'université Abdou Moumouni de manière répétitive. Là, on fait ça une fois pour toutes. Il n'y a que le moment de la remise à jour. Bon. Je lui ai donné la liste des personnes compétentes pour faire ça, puisque je les connais toutes. Et à ma grande surprise, j'ai vu qu'il y a eu des réunions entre les enseignants et une équipe du ministère. Et elle dit, on va offrir des cours sur WhatsApp aux étudiants. Bon, malheureusement, la première réunion, les participants, une partie c'est la liste des compétences que j'avais données au ministre. Ils étaient là, ils ont posé des questions simples. Mais WhatsApp, c'est pas une plateforme d'enseignement, ça s'appelle réseau social. C'est pour lier les gens entre eux. Réponse de l'équipe, oui, mais dans WhatsApp, on peut mettre du texte, on peut mettre des images, on peut mettre de la voix. Oui, mais si vous mettez texte, voix, image sur WhatsApp, donc celui qui va faire l'ingénierie du cours, c'est l'étudiant. Et si c'est lui qui fait, vous ne pouvez pas l'évaluer. Donc, il n'y a rien. Mais on va avoir ces nouvelles situations. Donc il est temps de dire regardons demain. Parce qu'il n'y a pas que l'université. Quand vous regardez même sur le site de RFI, vous avez les cours que les Français donnent au CICP, etc. Donc sur cette base, il faut gérer la question de l'accès. Alors pour la question de l'accès, on a un gros problème. Le peu qui nous reste là, il ne peut pas servir. C'est pour ça qu'on a des problèmes. Donc, et puis, il y a une erreur qui est commise. C'est d'offrir l'accès Internet aux étudiants ou aux enseignants. L'accès à Internet, s'il n'est pas lié à l'activité d'apprentissage, moi je vous dis, il sert juste pour les questions de loisirs. Et les loisirs des adolescents et des adolescentes, on les connaît, bon, par pudeur, je ne vais pas dire ce que c'est, mais tout le monde peut deviner. Donc, ça ne leur apporte rien du point de vue de leur développement en tant qu'étudiant. Il faut lier ça. Et pour lier ça, il faut que les initiatives pédagogiques utilisant l'ordinateur, l'Internet, soient développées et intégrées dans le cursus de diplomation. Voilà le challenge et c'est possible. Et aujourd'hui, les plateformes, vous savez combien ça coûte? Une plateforme d'enseignement, vous savez combien ça coûte? 0,0 francs. Pourquoi? Parce que la solidarité universitaire a fait en sorte que dans le cadre du logiciel libre, il y a une plateforme, moi je dis son nom, elle s'appelle Moodle. Vous pouvez vous-même la télécharger, vous apprenez et vous pouvez mettre en place une classe virtuelle. Et elle est plus stable que les plateformes payantes, puisque celle-là, elle a derrière elle la communauté des universitaires qui suivent et qui la mettent à jour. Donc ça ne coûte rien, ça coûte l'effort que va faire l'enseignant. Et cet effort-là, les institutions doivent le récompenser. Parce que vous le payez sur la base d'un cahier de charges où il n'y a pas l'usage des technologies. Donc s'il doit faire des cours
et que vous allez utiliser ces cours, ok, il y a ce qu'on appelle le droit d'auteur. Tout à fait. Ok. Et il a fait un parcours. Vous devez... Parce que lui, il a payé pour faire ça, puisque ce n'est pas vous qui avez mis ça à sa disposition. Donc, ce sont ces questions-là. Elles doivent être discutées dans un cadre serein entre universitaires et autorités de tutelle pour intégrer dans les budgets ce qu'il faut faire. Sinon, en prévision que l'université pourra faire des cours à distance, l'UNESCO est venue, elle a offert à l'université Abdou Moumouni les serveurs les plus puissants de ce pays. D'accord. Voilà. Donc, pour réduire la fracture numérique, il faut la possibilité d'accès à Internet. Le Niger est le dernier pays au monde à l'accès à Internet. Donc, il faut régler le problème de la disponibilité de l'appareil qui permet d'accéder à Internet. Aujourd'hui, avec les tablettes et les téléphones portables, c'est plus facile. Maintenant, il faut développer les réseaux. L'Internet, c'est les réseaux et les serveurs. Si vous mettez à la disposition des gens l'Internet sans mettre les réseaux qui les unissent dans un cadre professionnel, vous allez avoir la situation actuelle. Chaque secrétaire est en train de faire solitaire. Dès que vous entrez, clac, elle ferme. Dès que vous repartez, elle rouvre. Et quand il y a Internet, elle est en train de regarder les films qu'on appelle Dedelin Soyeya. Et ça bouffe la connectivité, mais ça n'apporte rien à une institution. Et les appareils vieillissent sans avoir servi. Donc ce n'est pas bien. Il faut organiser tout cela. C'est comme ça qu'on peut réduire la fracture numérique. Et très important, il faut aujourd'hui commencer au bas niveau. Ok. Les gens sont en train de se plaindre que oui, tous leurs enfants sont sur WhatsApp, etc., etc. Mais c'est leur monde. Oui, c'est leur monde. C'est leur monde. C'est comme si vous reprochez aux gens de la ville d'être dans des voitures. C'est leur monde. Donc, puisque c'est leur monde, vous, quand vous avez des problèmes, avec votre télé, avec votre téléphone, avec votre WhatsApp, vous les appelez. C'est eux qui vous règlent le problème. Donc, ça veut dire qu'ils sont compétents par rapport à leur société. Maintenant, comment intégrer ça pour que ça soit contrôlé et que ça leur soit utile. Donc, tant que vous ne ferez pas ça, ben, ils vont subir la pression de ceux qui utilisent ça à d'autres fins. Tout à fait. Et vous savez, c'est comme le phénomène de la radio. Quand on entend à la radio, on pense que c'est vrai. Et donc quand on voit à la télé ou pour autre, on pense que c'est vrai. Ils n'ont pas suffisamment de recul. C'est ça qu'il faut régler. Mais il y a une grosse responsabilité de l'État. C'est la fourniture à l'accès. Ok, on a à peu près 72 gigas. C'est complètement insuffisant. Ok. Si l'université, elle a combien? On lui a donné, je crois, même si c'est, je sais pas, un certain nombre de gigas. Mais l'université n'a pas de serveur. Donc, si elle n'a pas de serveur, elle n'a pas de force. Donc c'est saucissonné. C'est tout ça qu'il faut corriger. C'est possible. Sinon, on ne peut pas être au même niveau que les autres. Je vais vous faire une révélation sur ce problème de fracture numérique. J'ai dirigé une expérimentation pour former les enseignants au moyen de leur téléphone. Donc, on leur a donné des micropuces qu'ils mettent dans leur téléphone. Dans ces micropuces, ils ont le cours, ils ont les illustrations,
ils ont les exercices. Et ils étaient en relation avec une plateforme. Quand ils sont sur deux, ils vont au niveau de la plateforme, ils se connectent et ils balancent leurs résultats. Pour diverses raisons, on voulait faire 20 000. Le ministère de l'Éducation primaire n'a pas pu donner la liste des gens qu'il veut voir suivre la formation. Mais le ministère des enseignements secondaires de l'époque, lui, il a donné la liste. Et ceux qui ont suivi cet enseignement ont fait partie de ceux qui ont été évalués dans les classes en termes d'efficacité de l'enseignement. La formation a duré 3 mois. Et ces enseignants-là ont eu de meilleurs résultats que les enseignants formés dans nos universités pendant 2 ans en permanence, avec, pour en tout cas ce qui concerne les NS, 25 enseignants permanents et 80 vacataires. Donc, on a des pistes de progrès pourvu qu'on y prête attention. Et donc, le ministère des enseignements secondaires devait leur organiser un examen de certification. Ça fait 2 ans, c'est pas fait. Donc, ça risque de les décourager. Voilà ce qu'il nous faut éviter. Et donc, on a les outils, on a les moyens pour avancer aussi dans ce domaine-là. Merci, professeur. Outils, vous avez parlé d'outils, ce qui nous amène aux questions méthodologiques. Et la méthodologie pour l'étude des sujets dits sensibles, le cas de l'esclavage au Niger. Et je rappelle que nous avons ici aussi 2 ouvrages, un sur c'est un cours de méthodologie générale, qui est en rapport avec cet article, et le second livre c'est sur l'esclavage au Niger. Donc je pense que ça fait partie des sujets dits sensibles. Voilà. Donc vous pouvez nous en parler un peu de ces 2 ouvrages? Oui, alors au Niger, vous savez, nous, notre profession, c'est donner aussi à la société l'image qui est la sienne et la dimension des problèmes qu'elle doit résoudre. Avec la démocratie, un certain nombre de citoyens nigériens se sont sentis stigmatisés parce que la société les considère comme des esclaves. Chaque fois qu'ils viennent pour dire aux autorités, nous sommes l'objet de discrimination, on leur pose la question, vous êtes combien? Alors, moi, ils sont venus me voir. J'ai dit, ok, je vais vous proposer une méthodologie et on va savoir il y a combien. Donc, c'est ça qu'il y a dans ces livres. Ok. J'ai fait toutes les études, les définitions, tout. Et j'ai formé des enquêteurs dans la discrétion. Et ils ont interrogé 1101 personnes présumées esclaves. Et c'est un recensement. Quand vous êtes esclave, vous savez qui est esclave. Puisque vous avez un maître, vous connaissez ces esclaves. Et vous connaissez le nombre d'enfants qui de toutes les façons seront considérés comme esclaves. Voilà comment j'ai pu mettre dans une base de données les noms, prénoms, adresses
tous les maîtres et dénombrer les 800 000 esclaves qui existaient au Niger. Maintenant, le problème est le suivant. Comment faire pour recommencer? Donc, j'ai écrit un article et je suis parti participer à la réunion des anthropologues africains qui a été organisée en Algérie en 2006. Et j'ai exposé cette méthodologie. J'en ai fait ce livre. Et Timidria, qui m'a demandé de faire ce travail, lorsqu'elle a présenté les résultats, Anti-Slavery International lui a délivré son prix qu'elle n'a pas délivré pendant un siècle. Voilà, ça c'est par rapport à cette méthodologie. Et je ne vous cache pas, j'ai formé à Londres ceux qui, en Mauritanie, sont en train de faire le travail qui pose d'autres problèmes. Et je vais attirer l'attention des Nigériens. Pas par rapport à mon travail que je conseille de lire, mais ce problème-là, les Nigériens le négligent. Mais vous savez, il y a eu ce qu'on appelle Wikileaks. Alors dans Wikileaks, moi je suis parti regarder. Et quand je parle aux Nigériens, je dis, je suis parti voir les rapports de la CIA sur le Niger. Et sur un point, ils ont envoyé quelqu'un, donc les États-Unis ont envoyé quelqu'un qui, après les premières élections régionales, communales, a essayé de déterminer l'origine des élus. Et il a trouvé que 40% des élus sont d'origine servile. Alors, qu'est-ce que ça pose comme problème et comme solution? Du point de vue de la terre, ce sont les communes. Mais du point de vue traditionnel, ce sont les chefs. Or, dans les conseils, les chefs sont observateurs. Alors, un peu plus tôt, un peu plus tard, il peut y avoir une fracture. Donc, il faut anticiper cette fracture. Et ça, vous le remarquerez dans la zone ouest, où la colonisation, pour punir la révolte de Firoun, a installé les anciens esclaves sur les terres de Sonrail. Ils sont en train d'être les plus nombreux. Ils vont être élus, ils sont élus. Et la terre va être acquise. Donc il faut qu'on anticipe. Pour anticiper, il faut étudier. Pour étudier, il faut une méthodologie. Parce que dès que vous venez à visage découvert, c'est le mur du silence. Donc dès que vous dites aux Nigériens, l'esclavage au Niger, il dit, il n'y en a pas. Maintenant, quand vous insistez, c'est lui-même qui vous documente sur les cas qu'il connaît. Donc il faut aussi qu'on se regarde pour avancer. Le deuxième ouvrage, c'est le cours de méthodologie générale. J'ai fait ça avec Modibo Koulibaly. Il y a un enjeu aujourd'hui sur les méthodes pédagogiques. Nous, c'est notre métier d'apprendre comment on va faire un cours qui va donner des résultats. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on a voulu faire? Et nous le disons ouvertement, nous sommes behavioristes. Et behavioristes, c'est ceux qui utilisent le conditionnement comme méthode d'apprentissage. Alors, tous les pays développés, tous, ont utilisé cette méthode pour se développer leur système éducatif. Maintenant, ils sont dans le confort. Vous prenez la France, ils amènent plus de 80% au bac. Vous prenez la Suède, ils font, pour être enseignant, il faut avoir un master, être formé pendant 5 ans, et sur ça, on prend 10%. Alors nous, on prend quelqu'un qui a eu son brevet,
au second groupe. On le met dans une classe, on le forme en 15 jours. Donc, on ne peut pas dire qu'on va avoir la qualité. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On introduit de nouvelles méthodes pour ces gens-là qui ont master plus 5 ans de formation. Et on lui dit d'appliquer. On lui dit de faire triangulation. On lui dit qu'il faut qu'il fabrique avec ses élèves son propre matériel. Bon, soyons sérieux. Nous avons fait cet ouvrage et on a dit préparation de leçons à l'intention des enseignants du primaire, du secondaire et du supérieur. Un outil, c'est un outil indispensable qui, le ministère de l'enseignement primaire, enfin de l'éducation nationale, est en train, comme il dit, de revenir aux anciens programmes. Et si vous allez dans certaines écoles, vous allez trouver le syllabaire Mamadou et Bineta. Mamadou et Bineta, c'est la méthode syllabique. La méthode syllabique, c'est la méthode béavouriste. Donc nous avons anticipé. Si le ministère a besoin d'un outil pour pouvoir former ses enseignants, former ses formateurs d'enseignants, en tout cas, nous, on a fait notre travail. Le reste, c'est une question financière. L'outil est là, il est là. Disponible. Il est disponible chez l'Harmattan. Il coûte 18 €, un peu moins de 12 000. Voilà. C'est intéressant, merci professeur. Et vous êtes directeur du laboratoire de recherche, éducation, formation, développement, innovation de l'école doctorale. Oui. Donc, l'université a décidé de créer des écoles doctorales. Et moi, dès ma qualification avec ma HDR, j'ai réuni tous ceux qui ont un intérêt de sciences de l'éducation. On a créé ce laboratoire éducation, formation, développement et innovation de manière large afin que les Nigériens ne soient plus obligés d'aller au Burkina, d'aller à Abidjan, d'aller en Suède pour faire leur doctorat en sciences de l'éducation. Donc, avec mes collègues qualifiés, donc, nous sommes en train de diriger des thèses. Donc, ce que les gens ne savent pas, ils doivent le savoir. La mission de l'université, c'est former la relève pour continuer le système universitaire. Et cette relève-là, ce sont les docteurs. Donc, nous sommes en train d'en former. Et moi, je suis très heureux de dire que de 1996, où je suis rentré à l'ENS, à cette année, mon département n'a pu recruter qu'un seul enseignant-chercheur. Et là, ok, 3 docteurs formés dans nos laboratoires vont venir travailler avec nous. Donc, on va pouvoir faire ce qui est notre premier devoir, passer la main, pour que, bon, ils puissent prendre les choses en main et augmenter la force de frappe. Parce qu'il ne faut pas oublier que les orientations actuelles du gouvernement du Niger, c'est l'éducation. On ne peut pas résoudre les problèmes d'éducation si nous n'avons pas les qualifications qu'il faut. Donc on en a et on en a d'autres que nous sommes en train de former. Et on va ouvrir dès la rentrée, les textes sont faits, master professionnel et master recherche, pour pouvoir fournir des cadres qui seront en principe à jour pour pouvoir relever les défis, parce que tout le monde parle qualité, qualité, qualité. Le gouvernement vient de décider une réforme des ENI, une réforme de formation des professeurs des EN, des écoles normales, pardon, et non plus ENI. Mais il n'a pas d'institution pour les former correctement. Donc, ce sont ces défis-là qui maintenant
nous avons l'espoir avec le labo et d'autres, parce qu'à la fac de lettres, il y a aussi un autre laboratoire qui travaille surtout la psychologie. Donc on va pouvoir en synergie, collaborer, aboutir, voilà, parce qu'on a besoin, certes, des techniques pédagogiques, on a besoin aussi de prendre en compte que l'enfant c'est un enfant, qu'un adolescent c'est un adolescent, et voir comment surmonter leurs différents problèmes. Donc, merci pour ça. Donc, vous venez de le dire, l'éducation c'est une des priorités du gouvernement. Et vous êtes coordonnateur de la cellule d'appui à la mise en œuvre et au suivi du programme sectoriel de l'éducation et de la formation. Donc, coordonnateur du fonds commun sectoriel d'éducation. Vous l'avez dit au début, donc c'est au niveau du cabinet du Premier ministre. Et donc, et là, depuis un certain temps, on parle aussi de l'éducation de la jeune fille. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet? Ok. Donc, lorsque le Niger a fait son premier programme sectoriel, il avait un défi à relever. Si le programme est robuste, le partenariat mondial pour l'éducation lui donne 84,1 millions de dollars. Tiens. Donc, ce défi a été relevé, l'argent a été donné. Il a été mis en œuvre. Ce que les Nigériens ne savent pas, c'est que tous les objectifs ont été atteints, à quelques exceptions près. Et il a fait au moment de faire un deuxième programme, il s'est rendu compte que il y a des fausses notes sur le plan des statistiques. Donc le Niger a convenu avec ses partenaires de faire un plan de transition. Et dans le cadre de ce plan de transition, on va introduire des nouvelles règles pour le système éducatif. Première règle, des statistiques fiables. Deuxième règle, la carte scolaire. Pendant toute la période d'ajustement, n'importe qui pouvait intervenir et on ouvre une école dans son village. Donc vous trouvez des situations où vous avez 6 classes, 6 enseignants, 15 élèves. C'est du gâchis. Troisième règle, l'orientation scolaire. Quatrième règle, les filles. Alors, les filles, ce n'est pas une question sentimentale. Indépendamment du droit à l'éducation de chaque Nigérien, le genre, c'est dire quels sont les problèmes qui empêchent l'équité. Quand vous prenez la question des filles, je vous ai dit que quand vous allez en 6e, 40% sont exclus la première année. La plupart, c'est des filles. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas dans les conditions pour réussir. Si vous quittez tôt le matin Niamey en direction de Tillabéri ou en direction de Dosso, vous allez voir un chapelet de jeunes filles qui font le stop ou qui marchent pour aller à leur collège. Et avec tout ce que cela représente comme danger. Alors, pour corriger ça, le président de la République a pris sur lui, puisqu'il dit qu'il fait de l'éducation une priorité au même titre que la sécurité. De créer des internats de jeunes filles pour que la jeune fille au collège soit dans les conditions de sécurité, des conditions d'études, des conditions d'alimentation, les conditions d'hygiène optimales, afin qu'elle réussisse.
derrière, il y a des enjeux de développement. C'est ça. Si elle réussit à l'école, elle ne va pas quitter. Tant qu'elle sera à l'école, elle ne va pas se marier parce qu'elle manque d'alternatives. Elle se mariera le moment venu parce qu'elle l'aura voulu en rapport avec ses parents. Il ne faudrait pas que le mariage aujourd'hui, c'est un transfert de charge. Les parents cherchent à transférer la charge sur un mari qui, sachant ça, continue de ne pas respecter sa femme. Donc, et avec ça, s'il y a ce retard dans l'accès au mariage et aux grossesses précoces, ben, nous allons pouvoir diminuer notre taux de progression de la population. Avec 3,9, ça veut dire que notre population double, je crois, tous les 30 ou 50 ans. Donc, nous avons 75% qui ne produisent pas. Donc, il y a 25% qui produisent. Donc, on mange tout. Et chaque fois, on parle de déficit alimentaire, on parle... Donc, si nous sommes incapables de faire de l'épargne, nous tirons un trait sur le développement, puisque c'est avec l'épargne qu'on peut investir. Donc, ce problème de filles-là, ça doit être notre priorité nationale. Donc, heureusement, le président a eu cette initiative sur les filles. Et de l'autre côté, au niveau du comité national de pilotage du programme sectoriel, où le Premier ministre réunit les ministres en charge de l'éducation et les partenaires techniques et financiers, on a décidé de ces réformes-là. Et la reconstruction des systèmes d'éducation. Ben nous sommes à jour. Tout est réglé du point de vue politique et technique. Et les gens se posent un certain nombre de questions, dont la plus importante, c'est la question de la sécurité. C'est ça que je voudrais vous poser d'ailleurs. Allez-y, voilà. La sécurité. Donc, c'est légitime, parce que personne ne voudrait que sa fille subisse ce qu'ont subi les filles de Chibok. Donc, les internats vont être créés dans des zones où il n'y a pas de conflit, zones de sécurité. Ok, donc ce ne serait pas bien de dire qu'on va créer un internat à Terra. Ok. Ni à Madarumfa, à cause de deux problèmes. À Madarumfa, c'est le banditisme qui vient justement, ils cherchent les otages. Et à Tilaberi, c'est la question d'insécurité, où leur cible principale, c'est les enseignants et les élèves. Donc, dans les zones sécurisées, ce seront des lieux clos, sécurisés, gérés par un règlement intérieur, où chacun va jouer son rôle, depuis les chefs d'établissement, si possible des femmes, jusqu'aux surveillantes qui vont être avec les filles dans les dortoirs. Ok, des surveillants ou des surveillantes? Des surveillantes. Ok. Puisqu'il faut passer la nuit avec les filles. D'accord. J'ai compris. C'est des surveillantes. Si cette condition n'est pas remplie, je ne pense pas que les parents vont accepter qu'un gaillard dorme dans la même chambre où il puisse accéder à tout. C'est important de rassurer les parents. Voilà. Dans la gestion, les chefs vont être responsables de veiller, y compris en allant voir de ce qui se passe. Et ils seront responsables aussi de la sécurité qui va être assurée au quotidien par les forces de défense et de sécurité. Donc les internats seront construits dans des endroits où on dispose des forces de défense et de sécurité, et il y aura certainement un mécanisme d'alerte, etc., etc. Donc si ça marche, et il faut que ça marche, on va changer la nature de l'école pour qu'elle devienne une école de la réussite pour tous. Parce que
ne nous faisons pas d'illusions. Il n'y a pas que les filles qui ont besoin d'internat. Les garçons aussi en ont besoin. Et on a déjà des internats de garçons dans les zones nomades. Donc, tout ça sera pris en compte à partir du moment où on connaît le coût. Donc, quand vous êtes confronté à un projet et que vous donnez les garanties et que vous donnez du vôtre, vous allez recevoir l'accompagnement de la communauté internationale. Mais il faut d'abord compter sur soi-même. Et donc, les parents seront sollicités pour qu'ils amènent des vivres, par exemple. C'est possible. Voilà. Donc, sur cette question-là, ça peut changer la nature de notre système éducatif et nous amener vraiment vers le gain du dividende démographique. Bon, je vous fais remarquer que le nouveau IDH est paru. Le Niger n'est plus dernier. Bravo. Et ça, les Nigériens n'en parlent même pas, comme si c'est normal, alors qu'on l'était depuis 90. Tellement habitué. Voilà. Donc, il ne faut pas s'habituer. Et quelque part, c'est certainement la baisse de notre taux de fécondité et de la moyenne d'enfants par femme. Ok. Il est passé de 7 à 6. Donc, et ce n'est pas rien par rapport au nombre. Donc, c'est important. Donc, il faut qu'on agrège tout ça, qu'on regarde vers la même direction. Nous avons beaucoup de compétences. Nous savons élaborer des stratégies, mais dans la mise en œuvre, il y a des problèmes de responsabilité. Je sors de la réunion des cadres au niveau du ministère de l'Éducation nationale qui s'est tenue à Agadez. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de problèmes, mais est-ce que vous savez que les chefs des établissements reprennent des élèves renvoyés, moyennant argent, pour les insérer? Ok, ça c'est du vol. Ils ne savent pas qu'il est très facile de détecter cela. On regarde, il y a combien de classes de 4e. Vous avez 3 classes de 4e et vous vous retrouvez avec 9 classes de 3e. Il y a un problème. Et c'est ça la source de la violence. Parce que ceux qui sont là de manière illégitime, ben, ils ne vont pas être acceptés par ceux qui, eux, sont là par rapport à leur mérite. C'est ça. La source de violence. Tout à fait. Et vous savez qu'on découvre qu'il y a des établissements qui ont 0 admis aux examens. Au BPC. Au BPC. 0 admis. Peu importe les problèmes, il y a une responsabilité de ce directeur qui reçoit des indemnités. Il y a 1 an à peu près, donc le collège de Filengue a été baptisé au nom de Maïdaji Alambay. Maïdaji Alambay a été mon directeur de collège à Konni. Et c'est ce jour-là que j'ai appris qu'il avait quitté Filengue pour Konni. Il a fait la réussite de ces élèves-là qui ont organisé le baptême, mais ils n'étaient que 3. C'était 3. Donc, on s'adapte et on donne du meilleur de soi-même pour aboutir à des résultats. On ne peut pas dire que tous les élèves sont mauvais, Ok, on prend les dispositions. C'est très intéressant. Je voulais, par rapport aux internats, revenir un peu. Est-ce qu'il y a... c'est combien d'internats est prévu dans ce programme? Combien d'internats? 100. 100. Ok, oui. Ça touche combien d'élèves? De 150 à 200. Par internat? Oui, par internat. Oui. Parce que c'est important. En fonction du nombre,
il y aura ou pas extension. Il faut voir que la question de l'école, elle est toujours dynamique. Mais dans le modèle, les extensions sont prévues. Voilà. Et il y a les conditions d'hygiène, c'est extrêmement important dans la composante genre. Très intéressant. Et donc, si vous permettez, votre dernier mot? Mon dernier mot. Moi, je suis enseignant-chercheur. Donc, je fais de la recherche. J'encadre. Et j'encadre sur les solutions. Le dernier doctorat que j'ai dirigé, il porte sur le temps scolaire. C'est-à-dire, vous voyez, quand on regarde le temps scolaire, on voit seulement qu'avec les classes payotes, on commence en novembre-décembre, on termine en mai. Parce que vient la saison d'été. Mais mon étudiant et moi, nous avons étudié, y compris le comportement du maître avant de venir à l'école, celui des élèves, le comportement du maître entre deux séances de cours, après la récré, pour déterminer que si ce temps-là était organisé, il y aurait beaucoup plus d'efficacité. Et ça, on a prouvé de manière expérimentale que ce problème peut être surmonté. Donc ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est que nous devons peser positivement chaque fois qu'on nous sollicite à un endroit quelconque. Je suis membre du conseil scientifique du projet qui s'appelle Apprendre. C'est un projet de l'Agence universitaire de la francophonie pour soutenir l'enseignement primaire et secondaire et la transition par des recherches. Donc, par exemple, l'une des recherches, c'est la transition primaire-collège. Quels sont les obstacles? Et j'ai une vision sur plusieurs pays, puisque je supervise en tant que membre du conseil scientifique les études qui se font dans plusieurs pays, sauf le Niger. Mais je peux vous dire qu'à ma satisfaction, il y a des équipes du Niger qui travaillent sur ces aspects. Et ce que nous trouvons, nous les partageons avec les ministères. Et nous les accompagnons pour qu'ils trouvent les solutions. Par exemple, l'évaluation des enseignements du secondaire, c'est avec le financement du programme Apprendre. Donc, il faut que les Nigériens prennent ces aspects-là aussi. De l'autre côté, au niveau de la cellule d'appui, on nous a confié, moi et mon équipe, la gestion du Fonds commun sectoriel éducation. Le Fonds commun sectoriel éducation, c'est de l'argent que nos partenaires mettent à la disposition de notre système éducatif. On a commencé à 4 milliards. Là, dans le budget 2023, on va avoir 20 milliards. Cet argent, il est mis à la disposition des ministères, des régions et des entités autonomes, c'est-à-dire les 8 universités, le FAFPA, l'ONEF et l'IFAM. Ils ont des statuts autonomes. Les ZENI étaient dans un statut autonome, mais en les transformant en école normale, l'autonomie a été supprimée. Donc, avec cet argent qui est disponible, tous les acteurs peuvent faire une planification et mettre en œuvre. Alors, mon dernier mot, c'est que avec ce fonds commun et avec ce que nous faisons comme travail, nous rendons la décentralisation concrète.
Ce ne sont pas les fonctionnaires de Niamey qui vont développer le Niger. Ce sont les gens qui sont dans les régions et dans les communes. Donc, le Niger a dit, je transfère les compétences et les ressources au niveau des régions. Donc, dans le dispositif, le gouverneur est président d'un comité régional. Le président du conseil régional est vice-président. Et on met des ressources à la disposition de l'ANFICT pour qu'eux prennent les décisions, notamment en termes de construction. Donc, les moyens du dialogue sur les priorités de la région sont là. Et comment avancer, c'est à eux de décider. Donc ça, je pense que s'il y a une avancée que nous avons faite avec la sortie de l'ajustement, c'est la décentralisation. Dire que dans la région, vous allez résoudre vos propres problèmes par vous-même, c'est extrêmement important. Et vous savez, pendant qu'on est en train de discuter sur les problèmes généraux, etc., par exemple, l'ancien président du conseil régional de Zender, il dit que lui, son problème, c'est quoi? C'est que les élèves, quand ils sont au primaire, ils sont assis par terre. Et quand ils viennent au secondaire, on les met sur des tables bancs. Ça les désoriente, ils échouent. Et donc, lui, sa priorité, c'est faire des tables bancs pour le niveau primaire. Ouais, ça, un fonctionnaire, moi ou vous, on ne peut pas imaginer ça à partir de Niamey, parce que nous, on pense que c'est simple, un élève, il est assis sur un banc. C'est plus compliqué que ça. Quand ça touche à l'éducation, il faut être attentif à tout. Et la meilleure manière d'être attentif à tout, c'est de dire que ceux qui sont proches du terrain doivent avoir les responsabilités, mais ils doivent les assumer. Voilà. Donc, si j'ai un dernier mot à dire, c'est de dire aux Nigériens de croire en la décentralisation, de donner à la décentralisation les moyens pour qu'elle puisse conduire à bon port les initiatives et les orientations qui sont prises à l'échelle nationale. L'échelle nationale, c'est des aspects généraux. La décentralisation doit particulariser les solutions parce que les gens sont censés mieux connaître. Prenez l'heure de l'école. Prenez l'heure de l'école. Si vous dites que l'école va se terminer à 18h, à Difa, c'est déjà la nuit. Vous voyez? Donc, si vous dites que l'école va commencer à 8h, à Agadez, à 8h, il a déjà commencé à faire chaud. Et ça fait déjà 3 heures que les gens sont en activité. Et leurs enfants aussi. Donc ils attendent avant d'aller à l'école. Donc, c'est le point des disparités. Il faut prendre en compte les disparités. Et ça, c'est le niveau régional. Donc, il y a la décentralisation. Et maintenant, l'ordonnancement, c'est-à-dire l'utilisation des ressources, il va être transféré en région. Donc les conditions sont en train d'être remplies pour qu'on puisse avancer. Maintenant reste la question de la recherche. Ça, je pense que nos gouvernants et les responsables des institutions doivent prendre au sérieux le financement de la recherche. Bon, je sais qu'il y a le FARCIT, mais il faut qu'il ait des moyens conséquents. Afin que sur la base des grandes orientations du Niger, les équipes puissent déposer des projets et recevoir des financements. Donc ça, ce sont des enjeux stratégiques parce que nous ne pouvons pas continuer, par exemple, à diriger des thèses où nos étudiants, c'est en seconde main qu'ils ont les informations. Il faut qu'on puisse accéder à des revues. Tout à fait. Merci. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cet entretien avec professeur Gali Abdelkader, enseignant-chercheur à l'école normale supérieure de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Et nous vous donnons rendez-vous au prochain entretien
dans les greniers des savoirs et dans cette prestigieuse bibliothèque de l'IRCH. Merci, professeur. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.